Bonjour à tous, bienvenue à vos deux dernières séances spéciales de l'année 2023. On a une première séance spéciale du budget et une deuxième qui suivra immédiatement après. Comme on le fait à chaque année, on commence par la présentation du budget. On prend donc les deux périodes de questions qui sont associées au budget qu'on ajoute à la séance spéciale qui suivra. Si vous avez des questions sur le budget, il n'y a aucun problème. Les questions restent ouvertes de toute façon. Fait qu'on débuterait immédiatement avec la présentation du budget. Mais juste avant, vous allez me permettre de saluer notre trésorière, responsable du service des finances, Mme Julie Crochetière, qui est avec nous. Bienvenue, Julie. Et les autres, autant M. Roy que notre greffière, vous les connaissez bien. Donc, normalement, le micro, et voilà, ça fonctionne. Fait que s'il y a des membres du conseil qui veulent même aller dans la salle, vous êtes bienvenus. Bon. Donc, présentation du budget 2024, comme je le fais depuis 14 ans maintenant. On commence toujours avec les défis qui nous attendent pour l'année 2024. L'inflation fait mal à Varennes aussi. On n'y échappe pas. On en parle depuis au moins 2 ans. Il y a une explosion des prix, que ce soit pour votre commande, pour l'achat de vos biens, de la construction, pour n'importe quoi. La Ville de Varennes est dans le même contexte. L'augmentation des prix depuis 2020, on le vit aussi. C'est pas rare de voir que des appels d'offres qu'on lance de quelque nature que ce soit, qui avaient été estimés à un prix, qui connaissent une inflation de 30, 50. On a déjà vu même des appels d'offres doubler. Fait que c'est sûr qu'on réajuste nos prix à chaque fois parce que c'est la nouvelle réalité. Puis un lien direct aussi avec la rareté de la main-d'œuvre. Moins il y a de personnel, malheureusement, plus c'est difficile. Pour aller chercher de nouveaux employés, souvent, il faut les payer davantage. Ça fait augmenter les prix. La flambée des taux d'intérêt, autant pour vos renouvellements hypothécaires, autant pour nos renouvellements de règlement d'emprunt, bien, ça a un impact direct sur le service de la dette de toutes les municipalités. Assurément que ça coûte plus cher. Et notre défi est de maintenir un compte de taxes résidentiel abordable. Vous le savez, ça fait, puis on est très fiers de ça, ça fait 7 ans que le compte de taxes varennois n'augmente pas. Est-ce que cette année, on est capable d'atteindre ça? La réalité, assurément pas, dans le contexte dont on vient de parler. Mais vous aurez compris que tous les efforts seront là. Au niveau des revenus, il y a beaucoup de chiffres dans les 2 prochaines diapositives. Je vais y aller rapidement sans entrer dans tous les détails parce qu'au fond, il n'y a pas de grande surprise là-dedans, sauf peut-être la première ligne. Taxe foncière, on passe de 34 700 000 à 39 400 000. Et là, on voit une différence de un peu moins de 5 millions de revenus de taxation. Croyez-moi, vous allez le voir rapidement, ça ne vient pas du secteur résidentiel, c'est bien ailleurs qu'on va le voir. Taxe d'amélioration locale de 493 000 à 536 000. Taxe de service, eau, assainissement des eaux usées, matières résiduelles, 5,2 millions à presque 5. Taxe pour le fonds de la réfection du réseau de la voirie, 654 000 en 2023 à 0. Que ça soit bien clair, je vais y revenir dans le tableau du compte de taxes. Ce n'est pas parce qu'on ne fait plus de voirie, c'est que l'origine de l'argent ne vient pas d'une facture spéciale, mais on vient le prendre dans le compte de taxes traditionnel et on prend les mêmes montants. Les tenants lieux de taxes, c'est le volet gouvernemental, les écoles, tout ça. On passe de 836 000 à 800 000. Les autres revenus, services rendus, amendes, droits de mutation, intérêts, 8,5 à 7,7. Pourquoi ça diminue? Principalement en lien direct avec les droits de mutation. Moins il y a de transactions, moins on a de droits de mutation, puis on l'a observé partout. S'il y a des villes en 2023 qui ont eu beaucoup de difficultés à boucler leur budget, c'est parce qu'elles avaient estimé les mêmes droits de mutation de l'année précédente, puis on se souviendra,
des surenchères des maisons. Il y a eu beaucoup, beaucoup de transactions. Les revenus ont chuté parce qu'il y a moins de transactions. Donc, beaucoup de municipalités n'ont pas atteint leurs objectifs de budget. Ça les a mis dans le trouble. On avait déjà réduit dans notre cas, mais on réduit encore pour 2024. On prend plus de précautions. Droit des carrières et sablières, seulement 15 000 qui se répercutent. Transfert subvention, 389 à 619. Affectation du surplus, l'année passée, 400 000. Cette année, 0. Ça, en soi, c'est un exploit parce qu'en moyenne, dans les 15 dernières années, ce n'est pas rare qu'on a affecté 1,2 million de surplus pour boucler le budget de l'autre année. Des fois 1 million, des fois 800 000. Parce que quand on générait des fois des 5-6 millions de surplus, ce n'était pas très grave d'aller en prendre une partie pour aider notre budget. Même si nos surplus sont intéressants en 2023, on a été capable d'approprier 0 $ pour finaliser le budget. Donc, les revenus totaux passent de 51 348 000 à 54 704 000. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle diapositive-là, parce qu'on ne l'a jamais montré sous cet angle-là, à chaque fois qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, vous le savez, toutes les villes, c'est pareil, le rôle triennal, c'est à tous les 3 ans, il y a un nouveau rôle. On augmente toujours la valeur des maisons. Dans ce temps-là, il y a une inquiétude généralisée partout, pas juste à Varennes, partout au Québec. Les gens sont convaincus que s'il y a une hausse de la valeur de la maison de 15-20 que leur compte de taxes va augmenter de 15-20 ce n'est pas le cas. On diminue toujours le taux en conséquence. Et là, on vous a fait un tableau qui est nouveau, qui part depuis 2009. Quel était le prix de la maison moyenne à Varennes? 216 000 en 2009. Puis on le voit, il y a des plateaux à tous les 3 ans. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle évaluation des maisons. Et là, on a rajouté 2025 avec un astérix parce qu'on sait aujourd'hui ce que sera l'impact du nouveau rôle qui arrivera en 2025. Il n'est pas là cette année. Il y a des villes qui l'ont eu cette année, leur nouveau rôle. Je prends juste Gatineau, 58 % d'augmentation de la valeur de la maison moyenne. Nous, l'estimé qu'on a, c'est qu'entre 2024 et 2025, le nouveau rôle annoncera une augmentation de la valeur de la maison moyenne de 50 %. La maison moyenne aujourd'hui, 396 000, à peu près 400. On risque d'avoir une maison moyenne alentour de 600 000. Et vous avez compris que quand je vous dis ça, l'année prochaine, ça ne veut pas dire que le compte de taxes augmente de 50 %. Ça ne fait jamais ça. On le diminue. On diminue le taux pour que l'impact du compte de taxes soit raisonnable. Mais regardez la ligne orange, comment elle est intéressante. La maison moyenne augmente, donc toutes les maisons de Varennes augmentent beaucoup, mais ça, c'est la ligne d'augmentation du compte de taxes de Varennes. Le compte de taxes est parti à 2046 de la maison moyenne, puis finit à l'entour de 2400. Fait qu'en proportion, on comprend que le compte de taxes a augmenté de 12 %, tandis que l'augmentation de la valeur des maisons, 200 %. Fait qu'on voit l'écart énorme. Et pourquoi le compte de taxes varennois ne suit pas ou se rapproche pas de la cadence d'évaluation des maisons? C'est parce que, aussi simplement comme on le répète depuis des années, la source principale maintenant des revenus de la Ville de Varennes en taxation ne vient plus du résidentiel, mais du commercial et de l'industriel, qui rapporte beaucoup, beaucoup plus par 100 $ d'évaluation, puis un tableau qui l'expliquera tantôt. Notre stratégie maintenant de développement économique, je le répète, porte ses fruits, mais s'il y a quelque chose que je répète depuis au moins 10 ans, c'est ça. Par contre, cette année, par chance, on a atteint un record de nouveaux revenus de taxation qui n'est pas du résidentiel. Donc, dans un contexte où l'année est la plus difficile
avec l'inflation, les taux d'intérêt, l'augmentation des coûts de partout, l'arrivée de ces nouveaux joueurs-là, l'arrivée de ces nouveaux revenus de taxation-là font toute la différence pour Varennes. De quoi parle-t-on? RCV et NERCEM, c'est 1,3 milliard d'investissements. Amazon, le deuxième bâtiment est habituellement pas visible de Lionel Boulet. Le premier bâtiment, on est juste à côté de l'IREC. Le premier bâtiment, en fait, si je le pointe, celui-là est très visible. C'est les serveurs d'Amazon. C'est le cloud, comme on dit, canadien qui est chez nous. Mais il y a un deuxième bâtiment identique à l'arrière. Puis la qualité de la construction, nous, on taxe le coût de la construction. Ce sont des coûts astronomiques. Il est maintenant opérationnel. Donc, 200 millions pour la phase 2, seulement le deuxième bâtiment. Imaginez les revenus de taxation que ça génère. Costco, phase 2. En fait, je me suis battu pour écrire phase 2 parce que j'aurais écrit phase 4, mais la réalité, c'est le deuxième bâtiment. Parce que le premier bâtiment, ça a l'air petit, là, mais ça, c'est plus d'1 million de pieds carrés. C'est gigantesque. Mais dans leur phase 1, ils ont fait 2 autres ajouts à l'arrière pendant la construction. C'est pour ça que, pour moi, l'autre bâtiment est ici, phase 4, mais soyons plus clairs, c'est le deuxième bâtiment qui est en opération à partir de maintenant. Et ça, c'est quand même 475 000 pieds carrés. Puis, sans vous dire quand est-ce que ça va arriver, parce que je n'ai pas la réponse, mais ils sont aussi propriétaires de tout ce lot-là pour d'autres phases. Puis, tant qu'à y être, ils ont réservé 1 million de pieds carrés ici à côté pour d'autres phases futures. Pélican, l'entrepôt de l'entreprise de canot-kayak Pélican, est rendu à Varennes. Mais les gens ne le voient pas, avec raison, il est caché, ce bâtiment-là. Pour vous aider à le visualiser, là, ça ici, on est vers Verchères, la 132 est là, le fleuve est plus haut, et ça, c'est l'entreprise Solmax. On la voit de la 132, les grandes tours de Solmax. En arrière de l'entreprise Solmax, c'est exactement ce bâtiment-là que nous voyons, qui est l'entrepôt de Pélican, un investissement de 42 millions qui est aujourd'hui entré dans le compte de taxes à Varennes. Ça va être gros. Et ça aussi, c'est caché. C'est le bâtiment. Quand on passe, juste avant d'arriver à Boucherville, le bâtiment, l'Électrium. Juste avant d'arriver, tu sais de quoi je parle? Tu l'as vu? Juste avant d'arriver à l'Électrium, avant de prendre la bretelle pour la 30 en allant vers l'ouest, on observe qu'il y a des clôtures, guérites, travaux de construction. Je pense que c'est Pomerleau qui est le gestionnaire. Là, on voit ça un peu plus loin. Ça, c'est un énorme projet. On parle de... En fait, ils nous disent 350 millions. On pense que ça va finir à 400, 450. Puis il faut savoir, j'aimerais ça que ça soit 100 à Varennes, mais c'est exactement à cheval entre le territoire de Sainte-Julie et Varennes. On a à peu près le 2/3 du bâtiment qui est sur notre territoire. Ce n'est pas publicisé parce qu'Hydro-Québec ne le souhaite pas. Je vais respecter ça, mais je veux quand même que vous sachiez c'est quoi. C'est un énorme bâtiment d'une qualité supérieure, du niveau d'Amazon comme sécurité, qui se construit sur notre territoire en grande partie. Et le groupe Robert, bien, celui-là, il est dur à cacher. Parce que le long de la 30, c'est probablement, en fait, les gens nous disent, OK, c'est un écran de cinéma? Non, non, non. C'est un entrepôt réfrigéré du groupe Robert qui vient d'être officiellement annoncé par le ministre Fitzgibbon il y a quelques semaines. Il sera en opération très bientôt. Donc, c'est assurément d'importants nouveaux revenus de taxation pour démystifier un peu, OK, mais comment ça se fait que c'est si haut, puis comment ça marche, juste pour la petite histoire. Il faut savoir que c'est un bâtiment où Transport Robert va conserver les fruits et légumes. Et l'objectif, c'est de conserver le mieux possible le fruit et légumes. Pour qu'un produit se conserve le plus longtemps possible, idéalement, qu'il n'y ait pas d'oxygène, qu'il n'y ait pas de lumière.
Donc, ce bâtiment-là est sans oxygène. OK, mais là, vous allez me dire, oh, mais comment les gens vont là? Les gens ne vont pas dans le bâtiment. Ce sont des robots. Les robots, les palettes robotisées, viennent prendre la matière dans les camions et rentrent à l'intérieur et rentrent dans les systèmes de rack jusqu'à 14 étages de haut pour aller placer la marchandise. Et quand ils en ont besoin pour être livrés dans des marchands, des Loblaws de ce monde, des Jean Coutu, peu importe où l'alimentation, bien, ça redescend et c'est livré. Donc, c'est un lieu de transit pour conserver les aliments. Donc, c'est un projet exceptionnel. C'est une première au Canada. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, quelques-uns en Europe, mais c'est une première version. On est assez fiers de ce bâtiment-là. Donc, juste ça. Quand je vous dis qu'on a à peu près 4-5 millions de nouveaux revenus de taxation, bien, vous comprenez qu'en grande partie, ça vient de là. Est-ce que les villes du Québec aimeraient avoir des projets comme ça dans une même année? Bien sûr. Quand ils en ont un comme ça, ils sont contents. Nous, il y en a drôlement plus. Fait que quand je vous dis que c'est une année record, dans son importance et dans la qualité, bien, vous l'avez devant les yeux. La répartition maintenant des revenus, quand on la met dans une tarte, à quoi ça ressemble? Je vais commencer avec la taxe foncière résidentielle, 28 % seulement. Vous allez réaliser qu'il y a très peu de villes. Il y en a, mais il y en a très peu au Québec où les revenus qui proviennent de la taxation résidentielle est seulement 28 %. C'est pas rare de voir, puis je peux vous donner nos voisins Saint-Amable, c'est à peu près 80 %. Verchères, 90 % parce qu'ils n'ont pas de secteur industriel et commercial développé. Donc, toute la pression relève de la taxation résidentielle, ce qu'on n'a pas à Varennes parce que c'est comme ça qu'on a développé dans les 15 dernières années. Donc, la taxe foncière non résidentielle, c'est 45 % de nos revenus. Les autres taxes, 10, tenant lieu de taxe, 2, transfert 1, et les autres revenus, je vous en ai parlé tantôt, les amendes, des choses comme ça, frais de mutation, c'est ça. Quand on répartit les revenus de taxation, j'enlève les amendes, les tenants lieu de taxe, je prends juste les revenus de taxe. On regarde la répartition de l'évaluation, 68 % vient du résidentiel. Bien sûr, il y a beaucoup plus de maisons que d'entreprises, mais ça, c'est l'évaluation. Et le non-résidentiel, c'est 32 de l'évaluation. Mais qu'est-ce que cette pointe de tarte non résidentielle-là rapporte en argent sonnant? C'est 63 % des revenus de taxation. Ce qu'on comprend rapidement, c'est que le même 100 $ d'évaluation rapporte beaucoup plus dans le commercial et dans l'industriel que dans le résidentiel. Et vous allez le voir tantôt, on a la grille des taux. Rapidement, l'industriel, le même 100 $ rapporte 4 fois plus. 4 fois plus, puis très souvent, ils ne demandent pas de service. Ils ne demandent pas de bibliothèque, ils ne demandent pas d'aréna, ils ne demandent pas de centre multifonctionnel parce qu'ils sont autonomes, c'est une entreprise. Je prends Jean Coutu, ils ont même leur gymnase, ils ont leur restaurant, ils ont leur garderie à l'intérieur du Jean Coutu, ils sont donc autonomes. Il faut amener l'eau, prendre l'égout, et le reste, c'est donc très intéressant fiscalement pour une municipalité. Ça, c'est quand on prend la répartition des revenus. On est parti de 2014. Ici, on le sait, en 2014, il y avait moins d'industriels. On était un peu moins de 60 % de sources de revenus de la taxation qui venait du résidentiel. Mais on le voit, chaque année qui passe, même si on a ajouté à peu près 1000 portes à Varennes dans les dernières années, 1000, l'impact de l'arrivée des entreprises est beaucoup plus importante et ça génère beaucoup plus, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, ça génère beaucoup plus de revenus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 63 %, comme on l'a vu sur la tarte de tantôt, dont les revenus de taxation proviennent du non-résidentiel. Puis savez-vous quoi? Je vous prédis que cette courbe-là va continuer à s'accentuer. Jusqu'où? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il reste encore d'importantes superficies de terrain
potentiel pour du commercial et de l'industriel. Il en reste moins sur Lionel Boulet, on est d'accord. Il en reste beaucoup plus dans le secteur de Pétromont. Mais le jour où l'ensemble de ces lots-là seront construits à pleine capacité, je ne serais pas surpris qu'on ait atteint 80 % des revenus. C'est une estimation qui vient de moi, mais c'est énorme. C'est énorme. Habituellement, on voit exactement le contraire. Dépenses par service maintenant. Je vais aller aussi assez rapidement parce qu'il n'y a pas de grandes surprises. Administration générale, 8,3 millions à 8,7. Sécurité publique, 8 à 9. L'écart d'1 million ici, c'est principalement la police. On a une hausse, j'y vais de mémoire, j'ai en tête 16. 16 % de hausse de la quote-part à Varennes, c'est énorme. La quote-part la plus importante de la ville, c'est la police. Fait que quand on a 16 % de hausse, bien, c'est ce qui génère principalement l'écart ici. Travaux publics, génie, transport en commun, 7,9 à 8,4. Hygiène du milieu, 5,9 à 6,4. Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé, 1,8 à 1,8. Services des arts, culture, bibliothèque, 3 millions à 3,2. Services récréatifs, communautaires, parcs et espaces verts, de 9 millions à 9, presque 5. Frais de financement, 1,8 à 2,4. Quand je vous parlais de l'augmentation des taux d'intérêt, on a un facteur là. Le remboursement de la dette, fonds de roulement, on aurait tendance à croire qu'il y a une anomalie ici. 3,8 en 2023, puis ça baisse, 3,6. En fait, c'est quoi déjà le chiffre? 2,4. Le conseil de ville a fait le choix de prendre 2,4 millions de dollars et de rembourser une partie de notre fonds de roulement. Ça, c'est aidant financièrement, parce qu'un fonds de roulement, là, juste pour vous expliquer le plus simplement du monde, on est rendu à 5 millions dans le fonds de roulement de la ville. Ce 5 millions-là était à 2 quand on est arrivé, il est rendu à 5. On se sert de ce 5 millions-là pour financer des acquisitions, mais avec notre propre argent, donc sans intérêt. Donc, à partir du moment où on fait des achats, puis on est capable de le financer sans que ça coûte un sou d'intérêt, c'est très avantageux. Mais pour être capable de l'augmenter à 5, ça prend des liquidités, ça prend des surplus. Fait que quand on dégageait des surplus importants, une année où on pouvait vendre des terrains, puis on générait du 10 millions de surplus, mais on augmentait intelligemment, suite aux recommandations qu'on avait, le fonds de roulement. Mais cette année, on a fait un rachat du fonds de roulement en 2024 de plus de 2 millions de dollars, ce qui a fait en sorte qu'on a payé moins d'intérêts. C'est pour ça qu'on a une anomalie de réduction, mais normalement, ça aurait dû être beaucoup plus cher. Immobilisation, investissement et montant à pourvoir dans le futur, 425 000 à 1,46 million. Fonds de voirie, 856 à 8. Mais ça, encore une fois, je vous l'ai dit tantôt, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on ne fait plus de travaux de voirie, c'est que l'origine du fonds ne vient pas de la même place. Fonds réservé haute, 160 à 148. On passe donc d'un budget total de 51 348 000 au même 54 704 000. Le compte de taxes de la maison moyenne, on le précise parce que vous allez le voir tantôt, en jouant dans les tarifs qu'on change de position, on ne peut pas dire que tout le monde va avoir la même hausse. C'est pour ça qu'on fait référence à la maison moyenne. Ce qu'on fait très souvent, quand on change de nouveau rôle d'évaluation, tout le monde, personne, c'est-à-dire pas tout le monde, mais personne n'a la même hausse ou réduction. Mais la moyenne, on peut se fier à ça, va tourner alentour de ça. Moins la maison est évaluée, en fait, plus la maison est évaluée en bas de la valeur moyenne, on risque d'avoir une économie au montant que vous allez voir. Plus la maison est chère, plus elle risque d'avoir un impact un peu plus grand que le montant que vous allez voir là. De quoi on parle? On parle de 47 $ d'augmentation du compte de taxes sur la maison moyenne. Maintenant, comment on le décortique? La maison moyenne, près de 400 000, ce que je vous avais dit tantôt,
On n'a pas un nouveau rôle en 2024, donc c'est le même montant, 396 200 $. Taxe foncière générale, incluant l'environnement, parce qu'avant, on avait un petit montant qui était à l'environnement qu'on a intégré dans ça. On passe d'un point de 1 880 à 2 000. Oups, ça fait 120 $ de plus là, puis on a dit 47. Mais vous allez voir tantôt ce qu'on fait. Service d'eau de 79 à 93, ça augmente là aussi. Assainissement des eaux, ça baisse, c'est le même montant. Matières résiduelles, ça diminue, 2,39 à 2,25. Fonds de la réfection du réseau de la voirie, ce que je vous parlais tantôt, il n'y a plus d'argent maintenant. On avait une facture de 73 qui tombe à zéro parce que la valeur du 73 a été augmentée ici, sur la taxe foncière. Donc, le total des services passe de 486 à 413. Ça diminue dans la taxe de service, mais on hausse un peu plus la taxe foncière, ce qui fait que quand on regarde la maison moyenne de Varennes, on a donc un différentiel de 47 $, ce qui représente quoi? Seulement 2 %. Et à travers l'ensemble des municipalités du territoire du Québec, vous le savez, en étant président de l'Union des municipalités du Québec, je le sais, j'en entends parler, la moyenne, honnêtement, entre 4 et 5, beaucoup, ce qu'on observe, ce qu'on entend. Boucherville, on l'a vu, 3,8, je pense. Sainte-Julie, ça va être annoncé, 4, 3,4. Il y en a beaucoup qui sont à 5. On a entendu Longueuil, 5,8. On a entendu Québec, Montréal. Vous allez voir, là, ça va être très difficile d'être en bas de ces montants-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu aucune municipalité alentour de 2. On verra la suite, on aura le détail de toutes les régions. Mais l'impact du transport collectif, on ne l'a pas mentionné, mais c'est des hausses qui sont importantes, qu'on doit assumer, mais de réussir à s'en tirer. Puis je le répète, les 7 dernières années, il y avait 0 $ d'augmentation, ce qui est en soi un exploit, et qu'on ait seulement 2 % cette année. On est très content. Puis en passant, je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu, M. Roy, mais on savait que cette année, ça allait être une année difficile. Puis on a demandé, l'ensemble du conseil, on a demandé à M. Roy, directeur général, de transmettre l'information à tous les services, de demander à tout le monde de faire un effort supplémentaire de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que tout le monde gère leur budget intelligemment, mais là, on savait que ça allait être plus difficile. Fait que l'effort a été colossal partout, sans diminuer les services. Fait qu'il faut s'assurer de ça, là. Quand on a des nouveaux bâtiments, des nouveaux services, c'est tous des frais additionnels. On maintient tout ça, mais il y a quand même des dépenses où on était capable de réduire. C'est le travail qui a été fait par le service des finances et la direction générale. Et la variation du compte de taxes, bien, vous comprenez, à tous les ans, on le montre. La portion en vert, c'est à partir de l'année où nous sommes arrivés en place, donc de 2010 jusqu'à aujourd'hui. La moyenne annuelle d'augmentation du compte de taxes est seulement 0,83 %. Là aussi, trouver une ville, municipalité du Québec qui, dans les 14 dernières années, aurait une moyenne comme ça, j'en connais pas. Si vous en trouvez une, vous me le direz. Puis après, on regardera les qualités de service qu'ils offrent à leur population. Donc, on est assurément très content. Les taux maintenant. Je vous en parlais un peu tantôt, la différence entre le taux résidentiel et commercial industriel, on va le voir rapidement. Donc, le taux de la maison moyenne passe de 45 sous à 50 sous, parce qu'on l'a vu, on a des factures de services qui sont annulées, puis on l'envoie dans la taxe foncière. C'est pour ça qu'il y a une petite hausse en haut là, mais il y a des réductions dans le service, dans le coût du service, et non dans le service. 6 logements et plus, c'est la même chose dans le résidentiel. En fait, ce n'est pas la même chose, plutôt 50 sous à 55,9. Non résidentiel commercial, la première tranche, 1,51. Oups, on est déjà 3 fois plus à 1,67. On est un peu plus que 3 fois plus. Puis la tranche qui dépasse le million, on est d'accord que dans le commercial,
on prend Jean Coutu, le siège social, c'est dans la tranche commerciale, ça vaut plus qu'1 million, on estime quasiment à 200. Donc, la deuxième tranche, on passe de 1,64 à 1,81. Mais regardez l'impact industriel. 2,2 sous à 2,22, 2,25 à 2,52. 2,52, là, pour la tranche en haut d'1 million, ce qui est la majorité des industries de toute façon, bien, on le voit, c'est 5 fois plus. Donc, vous comprenez que ces revenus-là sont énormes. Chaque industrie qui s'installe à Varennes, on a parlé d'Enerchem, ECV tantôt, ils ne sont pas encore sur le compte de taxes. Mais le jour où ils seront, imaginons, 1,3 milliard d'investissements, ça aura un impact assurément important. On a après l'agricole, qui est la même chose que le résidentiel, ici, 50 sous. Terrain vague desservi, en fait, il y a vendredi passé, 3 jours à peine, le projet de loi 39, c'est bien 39, a passé auprès du gouvernement qui permet de débloquer les terrains vagues desservis au lieu de leur appliquer un taux du double. On pouvait appliquer un taux du 4 fois plus. Fait que rapidement, on a dit oui. Et la raison est simple. Ce sont pour la grande majorité des promoteurs qui détiennent des terrains où les services sont rendus, mais ils ne veulent pas développer. Ils attendent que le terrain vale encore et encore et encore plus cher. Fait que là, on dit, OK, vous ne développez pas, on ne peut pas taxer d'un bâti qui n'existe pas, mais le gouvernement vient de nous dire qu'on peut augmenter la taxe de la valeur du terrain, juste la valeur du terrain, à 4 fois le taux de base. Fait qu'on a rapidement, si ça peut déclencher l'intérêt pour construire, parce qu'ils vont être tannés de payer plus de taxes pour rien, bien, ça sera un gain important pour tout le monde. Taxe sur l'environnement, j'en ai parlé tantôt, on l'a intégrée. En fait, ce n'est pas qu'elle n'existe plus dans une ligne dans votre compte de taxe, mais elle existe aussi en vrai parce que la valeur de ce montant-là sera mise dans le fonds qui était dédié à l'environnement. Et quand on compare maintenant la taxe de service, parce que le compte de taxe, il y a 2 blocs. Il y a la taxe foncière et le service. Mais nous, on a baissé le montant de la taxe de service à seulement 413. Mais toutes les autres villes que vous voyez là, c'est les tarifs 2023, parce que ceux de 2024, on ne les a pas encore. Quand on aura dans un mois l'ensemble de leurs tarifs, mais mon petit doigt me dit que c'est que ça a dû augmenter un peu partout. Mais quand on fait juste se comparer avec leurs tarifs à eux 2023, bien, on voit que, puis là, il y a des villes comparables. Là. On n'a pas juste mis les pires, on a mis des villes comparables à notre grosseur. Et dans ce contexte-là, il y a Belleuil, Saint-Basile, La Prairie, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Constant. C'est les villes de la Couronne-Sud dans notre catégorie de population. Fait qu'on voit que quand on regarde Boucherville, Saint-Constant, le coût des tarifs, c'est énorme. C'est énorme. Ce que ça fait au total, là, c'est que le compte de taxes moyen varennois est beaucoup moins cher que les autres comptes de taxes. Le programme triennal des immobilisations maintenant. En ameublement, ça, c'est une projection du Conseil de ce qui s'annonce pour les prochaines années. La loi nous impose de déposer un plan des 3 prochaines années. Ameublement et équipement, 168 000 par année. Matériel roulant, 730, 4,5 millions, 660 000. Oups, c'est beaucoup ça ici, bien sûr. C'est le camion incendie 100% électrique qu'on devrait recevoir. Et le deuxième véhicule, c'est lequel déjà? Un deuxième véhicule incendie. Malheureusement, ces véhicules-là ne sont pas donnés. Ils coûtent incroyablement cher. On a fait le choix de le prendre tout électrique. Fait que ça représente une somme importante. Au niveau des bâtiments, 2,1 millions en 2024, 8,26, ce qui est important en 2025, puis 13,25 en 2026. Et là, on répartit sur 2 ans le coût qu'on anticipe être important de notre caserne incendie. C'est à peu près le dernier gros bâtiment d'importance qui nous reste à construire. On ne l'a pas débuté encore, on a démoli l'ancien, vous le savez. C'est planifié
de le faire le plus rapidement possible. Malheureusement, on va être pris dans la conjoncture d'inflation, de coûts de matériaux, de coûts de main-d'œuvre. Fait que malheureusement, le projet qu'on espérait le plus abordable possible, on n'a pas lancé d'appel d'offres encore, mais malheureusement, on regarde ce qui se passe sur le territoire, dans les autres projets d'appel d'offres, pour n'importe quel projet de bâti, c'est des coûts qui sont importants. Mais on va le faire, c'est sûr, parce qu'on a démoli l'ancienne. Travaux de génie, 7,5 millions, 5,6 à 13. Ces gros montants-là, c'est principalement le centre-ville, la 132, refaire les infrastructures souterraines qui sont nécessaires, surtout en incluant l'enfouissement des fils, une dépense très importante, comme on l'a fait sur Sainte-Anne. Mais étant donné que depuis longtemps, on caresse que le centre-ville redevienne une artère conviviale, l'enfouissement des fils fait partie de cette obligation-là. Pour votre bénéfice, même si vous êtes peu nombreux, vous devez savoir qu'on a réussi, honnêtement, un exploit que je ne pensais pas faisable. La 132 appartient au ministère des Transports. Ce n'est pas à nous, c'est une route numérotée. Mais on a réussi à faire rétrocéder, donc ça nous appartient maintenant, la section de la 132 dans le centre-ville. Donc, de l'Aqueduc, je pense, de l'Aqueduc jusqu'à la fin de Sainte-Anne vers Verchères, tout ce tronçon-là est maintenant à nous, sous notre responsabilité. Donc, quand on va faire des travaux majeurs, la trame de rue va être littéralement métamorphosée, parce que là, on peut le faire. Quand on parle de pistes cyclables, quand on parle de trottoirs élargis pour faciliter l'accès au futur commerce à cet endroit-là, la traverse piétonnière du fleuve jusqu'à pas Lionel Boulet, jusqu'à René Gauthier. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels pour amener une qualité de vie à l'intérieur de ce futur centre-ville-là. Au niveau des parcs, 260 000, 2,4 millions en 2025, 2,2 en 2026, ce qui fait un total 2024 de 10 838 000, 2025, 20 967 000, 2026, 30 163 000. Ça, ce sont le montant total des dépenses estimées en excluant toutes les sources de subventions. On ne peut pas les mettre là. Mais il y a beaucoup de travaux, surtout dans les infrastructures, dans les véhicules, où on a des subventions très importantes, mais il faut mettre le montant total. Mais c'est sûr que ce n'est pas la dépense ville totale que ça va représenter, bien sûr. Au niveau des projets maintenant. Campagne de sécurité publique en 2024. On en avait déjà fait une, et là, j'y vais au pif, là, il y a peut-être une dizaine d'années. Il y a une deuxième campagne qui sera réalisée en 2024. La sécurité publique restera toujours un enjeu du quotidien. Toutes les villes, ils en parlent. La vitesse, les traverses piétonnières pour les enfants, près des écoles, c'est des enjeux omniprésents. On veut lancer une campagne pour réussir à sensibiliser la population à réduire, faire leur stop, priorité aux piétons. Fait que tout ce volet-là prendra forme en 2024. Il y a un projet aussi de sécurité publique en lien avec de l'affichage. On a un budget de 102 000 $. Fait que vous comprenez que ce n'est pas du coroplast traditionnel comme on peut voir ailleurs. Ce sont d'importantes enseignes, certaines même où on a l'autorisation de les poser sur la 30. Ce qui va faire une grande différence, c'est sur la 132. Ce sont des routes numérotées. C'est pour ça que ce sont des panneaux de grande envergure qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Mais on a un conseiller qui s'appelle M. Duval qui nous répète régulièrement qu'il est un peu tanné de voir des camions, avec raison, des camions qui n'ont pas le droit de circuler sur la 132, des camions qui n'ont pas le droit de circuler sur Picardie. On comprend que le commerce local, ils ont leurs droits, mais quand on voit des camions qui vont directement chez Costco ou ailleurs, on comprend qu'ils n'ont pas d'affaires là.
Fait qu'on veut s'assurer qu'ils comprennent parce que la contravention est coûteuse. On veut éviter des contraventions, on veut juste qu'ils ne passent plus là. On a un nouveau camion, un achat d'un camion hydro-excavateur qui a 2 fonctions importantes. Bien sûr, les égouts, c'est moins sexy, mais c'est hautement nécessaire. Mais quand aussi on fait des travaux de réfection de l'aqueduc, on creuse, mais très souvent, quand il y a une fuite, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule. Fait que d'être capable d'avoir un camion comme ça qui vient aspirer l'eau pour faciliter les travaux, c'est énorme comme avantage. Très souvent, on les loue, mais ça revient très cher à la location. Donc, on aura notre propre véhicule en 2024. Bonification du carnet culturel, nouvelle série, La route du rire avec Andy Saint-Louis, qui est une ancienne Varennoise, qui est chanteuse. Bonification du parc du souvenir, on l'a expérimenté après le contexte du 350e de 2022 en 2023. Puis on a vu qu'une belle variété, il y a de l'intérêt d'avoir gardé le four justement à pizza avec de la formation. Ça a suscité de l'intérêt. Donc, on continue à bonifier le secteur du parc du souvenir. Plantation d'arbres en 2024, une année importante. On parle de 14 000 arbres qui seront plantés. On mentionne le long des rangs de campagne, c'est un des éléments, mais les 14 000 arbres ne seront pas plantés exclusivement là. Mais il y a un programme qui a été mis en place par la MRC aussi, auquel on participe. Ça a 2 objectifs, de rendre les rangs plus bucoliques. Ce n'est pas rare de voir en Europe où on voit des grands arbres le long des rangs, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça a aussi un effet de brise-vent. Quand il y a des grands vents, des fois, on a des routes où il y a des rafales importantes. Puis quand il n'y a pas d'arbres pour aider à briser cette séquence-là. Puis si on se rappelle il y a quelques années, Lionel Boulet, en plein hiver, quand il n'y avait pas de bâtiment, en allant sur la 30, il y a des sections où c'était dangereux. On perdait des fois la route, on ne la voyait plus. Là, ça n'arrive plus. Bien, les arbres joueront un peu cet effet-là. Travaux de stabilisation des berges. On a exécuté pour 240 000 des travaux d'urgence le long du fleuve Saint-Laurent. Puis là, on le voit, là, on est ici. En fait, on est sur la piste cyclable piétonnière, juste avant le banc de parc qui est ici, près de la Frayère Saint-Charles. C'est à l'endroit le plus haut de la piste cyclable. Puis on avait une petite clôture orangée, mais on s'est rendu compte, après analyse, que dans cette section-là, on avait de l'eau du bassin qui commençait à suinter. Fait que les experts sont venus nous dire, bien, il faut corriger ça en urgence. Donc, quand il y a des urgences qui sont clairement identifiées, on a le pouvoir d'intervenir. C'est sûr que c'est des coûts qui sont importants, qu'on assume. Fait qu'il y a cette section-là qui est en urgence et la section, je n'ai pas de photo, mais à l'extrémité ouest, où il y avait un banc qui était presque dans le vide avant de tourner vers de la marine. Donc, c'est 2 sections qui ont été réalisées juste avant les fêtes. Optimisation des bassins d'assainissement des eaux usées. Investissement encore, parce qu'on en fait régulièrement depuis des années. On veut optimiser nos bassins. En construire d'autres, ça coûte une fortune. À partir du moment où on améliore nos bassins, on améliore la capacité de traitement. Investissement de 2 millions de dollars qui se fera là. Resurfaçage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy. À tous les ans, depuis 14 ans, on en fait régulièrement. C'est rendu autour de Gabriel Roy et Émile Néligan. Là, on parle de réfection majeure. Thomas, Beauregard, Sainte-Marie. On est dans le Vieux-Varennes et là, on est loin d'être juste dans du resurfaçage. On est dans les infrastructures souterraines parce que ça fait très longtemps. M. Leblanc s'en souviendrait comment ça fait longtemps. Il nous en a parlé très longtemps. Mais un des motifs pour lesquels ces tronçons-là sont importants, c'est qu'avant de refaire la 132 avec les nouveaux tuyaux, il faut s'assurer que l'écoulement de l'eau, et ça c'est le pluvial quand il pleut, et l'écoulement des égouts se rendent jusqu'à Sainte-Anne de la bonne façon. Fait qu'on ne peut pas refaire la 132 sans que ces artères-là soient refaites. Donc, ce sera assurément des gros chantiers importants en 2024. Et ce sont des tronçons qui sont subventionnés.
quand on parlait d'un programme texte, un programme qui existe, on voyait tantôt la dépense totale, mais on est à 70 ou 80 de subvention? C'est primo, c'est à peu près 70. Donc, 70 de la dépense qui est subventionnée, c'est non négligeable. Fait qu'on a accès à ça, on a déposé, on a eu l'autorisation. Donc, c'est très important. Montée du lac, c'est le dernier tronçon qui restait parce qu'on se souviendra que d'ici, du Pays Brûlé, jusque-là, ça avait été fait. Il restait par-dessus l'overpass, la traverse jusqu'ici, qui restait à faire. Et là, on aurait complété la grande majorité, sinon la totalité, du secteur rural. Installation des compteurs d'eau dans les industries. C'est une imposition du gouvernement, donc ça part dès 2024. Industrie commerciale, il faut les installer parce que nous avons des entreprises qui consomment beaucoup d'eau. Sans les compteurs, on n'est pas capable de connaître leurs données spécifiques, puis on n'est surtout pas capable de les facturer. Parce que l'objectif des compteurs, c'est de facturer à la consommation, ce qui est tout à fait logique. Mais on est loin d'être dans le secteur résidentiel, là, commercial, industriel. J'ai 2 photos en primeur. En fait, ils n'ont jamais été montrés à personne parce qu'au fond, on n'était juste pas prêt de les montrer. Mais là, ça me fait plaisir de vous montrer 2 vues intéressantes du centre-ville pour des raisons précises. Il y a des constructions qui sont commencées. Le groupe Lexia, la structure qu'on voit en acier qui est visible de la 132, c'est ce bâtiment-là. Il y en a un deuxième qui est prévu là pour de la restauration. L'autre bâtiment, on ne le voit pas de sortie de terre encore, mais les fondations achèvent. C'est ce bâtiment-là qu'on a appelé, le projet Spiratos, parce que le nom du propriétaire s'appelle M. Spiratos. La 3e phase qui a été entérinée par le Conseil, c'est ce projet-là qui est absolument magnifique, avec une aire centrale ici d'ambiance. Fait qu'imaginez tout ça avec le nouveau tronçon de René Gauthier qui va traverser jusqu'à Sainte-Anne ici pour connecter directement dans le parc de la commune. Mais imaginez si on avait gardé toutes les cordes à linge de fils électriques qui pendouillent partout. Les poteaux électriques, ça enlève un peu de charme. Fait qu'imaginons demain matin tout ça parti avec des bâtiments rez-de-chaussée commercial et du logement, parce qu'il y a une crise du logement dont on parle depuis longtemps et longtemps, mais ça sera vraiment super intéressant. Dans les logements, on se rappellera, on l'a mentionné souvent, on a imposé 10 de logements abordables. Et ça, c'est la 2e vue à vol d'oiseau, mais du côté de René Gauthier, où on a notre espace des bâtisseurs avec les 2 appartements qui sont là, la maison des aînés, centre communautaire. Et là, on a la banque qui est construite. On a le nouveau Jean Coutu, le nouveau Maxi. Et ça, c'est le projet du groupe Maurice qui, normalement, s'il n'y a pas de changement, devrait débuter l'année prochaine. Donc, on voit que l'ensemble de ce secteur-là connaît une métamorphose importante qui était nécessaire, qui sera assurément, lorsque ce sera terminé, une plus-value très importante. Et là-dessus, j'étais très content de vous montrer une photo de l'ensemble des employés de la Ville de Varennes, parce qu'honnêtement, je le répète souvent, et je leur dis à eux, on a eu le party des employés pas plus tard que vendredi passé. Le conseil, on est privilégié d'avoir des employés de cette qualité-là parce que notre rôle est plutôt facile. Les lundis, on prend des résolutions. Mais après, c'est sur le terrain que ça se passe. Pour être capable de livrer ce qu'on souhaite, ça prend des employés qui sont dédiés. Et à Varennes, on a le privilège d'avoir des employés d'une grande qualité. Et c'est pour ça qu'on est capable de les garder chez nous. Donc, la présentation est maintenant terminée. On va passer nos 2 résolutions. Et après, on aura les périodes de questions qui seront accessibles. Fait que vous pouvez poser autant de questions sur le projet du budget comme sur tout autre sujet. Merci. Donc, Administration générale, point 1, adoption du budget 2024. La proposition, s'il vous plaît.
Oui, considérant que le Conseil doit adopter le budget de la Ville pour la prochaine année financière, considérant que le budget doit prévoir des revenus égaux aux dépenses qui y figurent, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le budget pour l'année 2024 prévoyant des dépenses de 54 704 000 et des revenus pour un montant équivalent. Je propose. Madame Parent, appuyée. J'appuie. Madame Collin. Point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Considérant que le programme triennal d'immobilisation doit présenter les modes de financement des dépenses en immobilisation, considérant que le programme présenté répond aux prévisions du Conseil, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, totalisant 61 968 000 tel que joint au présent. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Donc, ce qui met fin à cette première séance spéciale du budget et du PTI. On ouvre donc immédiatement la séance spéciale 11 décembre 2023. On est donc rendu à la première période de questions sur la séance spéciale. La parole est à vous. Oui. Ou sur le budget. Ouais. Il est 20h51. Bonsoir, Mme Provençal. Bonjour, Mme Provençal. Au point 9, on parle d'une entente d'aide à la relocalisation. Est-ce que c'est suite à une démolition ou... Non, c'est une aide à la relocalisation. C'est en lien avec le déplacement. Là, il y a comme un trio. Dans le centre d'achat, Dollarama devait se relocaliser. Pour être relocalisé, ça prenait de l'espace suffisant dans le centre d'achat. C'est suite à la démolition du centre d'achat, on déplace Dollarama. Dollarama déplace l'école. C'est exactement ça. Okay, c'est bon, merci. Bonjour, Alexis Cyr. Salut, M. Cyr. Bon, j'ai plusieurs questions, donc on va faire comme d'habitude. Ma première question sur le budget, sur les comptes de taxes, etc. En fait, là, il n'y a pas longtemps, je me suis permis une lecture, puis j'en avais parlé, là, il y a peut-être 2 séances, malheureusement, vous n'étiez pas là, mais je trouve qu'avec la présentation du budget, c'est assez pertinent, qui s'appelle, c'est de M. Maxime Penneau-Jobin, qui est un ancien maire. Le livre s'appelle « Libérer les villes pour une réforme du monde municipal ». Et dans ses entrevues relativement à ce livre-là, M. Penneau-Jobin disait, bien là, aujourd'hui, on se retrouve avec des municipalités qui, d'un côté, disent qu'ils n'ont pas les moyens de rendre pérennes leurs infrastructures, notamment au niveau des changements climatiques puis l'adaptation. Mais en même temps, ces mêmes villes se félicitaient de maintenir leur compte de taxes. Fait que là, il y avait une espèce de conflit, si vous voulez, entre ces deux observations-là. Puis ils remettaient ça en cause. Évidemment, moi, tout de suite, j'ai pensé à notre compte de taxes. On parlait d'une augmentation de près de 0,83 % dans les 11 dernières années. Bon, c'est sûr que la situation est particulièrement différente à Varennes, mais je me demandais, nous, à Varennes, est-ce qu'on est capable de répondre justement? On a vu qu'il y avait plusieurs réactions d'urgence à plusieurs projets, peut-être même du moyen long terme pour rendre pérenne l'ensemble de nos infrastructures. Est-ce qu'au niveau du financement de nos infrastructures, on est capable, avec des comptes de taxes comme actuellement, de répondre à ces enjeux-là? La question est intéressante, M. Cyr, parce qu'au fond, si on devait se fier que sur les revenus de taxation du résidentiel, on serait assurément dans le trouble, parce qu'on ne construit pas beaucoup de nouvelles portes. La population est similaire depuis les 14 dernières années, mais vous m'avez entendu le répéter et répéter. On a une progression très importante des revenus à la ville. Ils ne viennent pas du résidentiel. Donc, je vais juste faire un parallèle. Quand on est arrivé, le budget de la ville était de 28 millions. Aujourd'hui, vous avez vu 54. Ça, c'est 93 % d'augmentation des revenus. Et pourtant, le compte de taxes n'a augmenté que de 12 dans le résidentiel. Exact. Fait que vous venez comprendre que l'écart qui est énorme pour Varennes, ça nous donne tous les privilèges nécessaires pour être capable d'affronter ces défis-là. Mais la grande majorité des municipalités n'ont pas cet avantage-là. Il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas le goût de développer parce qu'ils veulent protéger du territoire, puis c'est tout à fait louable. Mais là, quand tu génères 0 nouveau revenu ou à peu près pas, là, il te reste 2 choix.
augmenter les taxes de façon importante, je ne connais pas beaucoup d'élus qui ont le goût de faire ça, ou couper des services. Ça aussi, c'est délicat de commencer à jouer avec ça. Donc, M. Pedneau-Jobin a raison, parce qu'on dépend, puis c'est le modèle québécois, parce qu'on dépend à ce point de la taxation, on doit être un peu en phase développement si on veut générer des nouveaux revenus pour absorber ces futures dépenses-là. Mais quand on ne le fait pas, on se retrouve un peu pris, et là, on demande toujours à Québec plus d'argent. Mais l'adaptation au changement climatique a une particularité. Vous l'avez vu dans la dernière année, puis je l'ai plaidé sur toutes les tribunes, là. Jamais le climat a été aussi difficile. On parle aux feux de forêt, il y a même eu des tornades, des inondations à de multiples reprises. Bien, ça, honnêtement, là, c'est pas rarissime qu'on verra ces événements-là. Ça va revenir de façon récurrente. C'est pour ça que le pacte vert de l'Union des municipalités du Québec parle de nécessité de 2 milliards par année de nouvel argent qui doit venir des 2 paliers de gouvernement. Il y a d'autres villes qui sont plus dans le trouble que nous. Par chance, on a plus de moyens, mais la lecture que vous avez faite est pertinente. Comment ça va changer, je ne le sais pas, mais une chose est sûre, à Varennes, on est bien organisé. Super. Merci beaucoup. Merci, M. Cyr. Bonsoir, Geneviève Michaud. Salut, Mme Michaud. Donc, je tiens à vous remercier. Le professeur de mathématiques en moi a aimé beaucoup la présentation. J'enseigne aussi les mathématiques financières. Et j'étais là, oh, oui, c'est intéressant. Donc, je ne viens pas pour parler de mathématiques, mais je me questionnais. Bon, vous êtes au courant que j'ai présenté finalement le projet de marché public et je voulais savoir, on m'a dit de venir me présenter au budget pour savoir si le projet avait été retenu par le conseil municipal. En fait, le souvenir que j'ai, c'est qu'on savait que vous aviez de l'intérêt, mais on avait mentionné que la décision budgétaire dépendait de qui allait gérer l'organisation. Puis pour l'instant, on n'a aucun comité qui a levé la main, aucun citoyen qui a levé la main pour gérer l'événement. Par contre, ce que je vous dis, c'est que même si dans l'annonce budgétaire, il n'y a pas écrit clairement « nouveau projet marché public », l'argent serait disponible si des gens se manifestaient pour l'organiser. Je trouve ça étrange parce que j'ai eu des rencontres avec des personnes à la ville. On a présenté une demande de budget officiel. Je me suis présentée en collaboration avec ma fille qui est encore présente avec moi, qui tient à s'impliquer dans le dossier. J'ai trouvé une partenaire pour m'épauler aussi là-dedans. Donc, j'en suis très surprise. J'ai même des courriels d'un budget qui devait être présenté et discuté par les membres du conseil, puis elle m'invitait à être présente ce soir pour avoir... Ouais. En fait, vous allez me permettre d'aller chercher les précisions chez M. Roy. Oui, tout à fait, Mme Michaud. On a bien reçu votre proposition que vous aviez travaillé avec nos services. Ce à quoi M. le maire fait référence, c'est qu'il y a aussi la volonté de la part du conseil qu'il y ait un organisme à but non lucratif qui vienne soutenir, qui vienne supporter tout ça. Donc, le mandat que nous avons reçu, c'est de se rasseoir avec vous, de regarder comment on serait capable de mettre sur pied un organisme comme celui-là. Et comme M. Danfous l'a expliqué, les crédits ont été à la fois réservés pour voir si on est capable d'atteindre cet objectif-là pour qu'on soit en mesure d'organiser tout ça. Donc, ce que j'en comprends, c'est que le projet tel que je l'ai présenté, qui se copie sur une façon de procéder à Verchères qui exclut l'organisme sans but lucratif, n'a pas été retenu par la Ville. Moi, je n'ai pas participé aux rencontres que vous avez eues avec le personnel. C'est pour ça que je me réfère à M. Roy. Oui, moi, je vous confirme là, que le projet que vous avez présenté, où, par exemple, il y a, entre guillemets, un contractuel qui est embauché pour organiser tout ça, c'est pas ce que le Conseil recherche. Le Conseil recherche vraiment, ça peut être cette formule-là, mais le Conseil recherche également une adhésion de la part de la population à travers un organisme à but non lucratif qui viendrait supporter tout ça. Donc, on va se rasseoir avec vous, on va regarder comment on est capable de conjuguer votre vision avec celle que le Conseil a formulée pour voir si on est capable de faire atterrir tout ça. OK.
J'ai une autre question de tout autre ordre par rapport au budget. Est-ce que je peux la poser ou il faut que je retourne à la fin? Je vous invite à Il n'y a retourner pas à de la fin, problème. vous pourrez, Je poserai. c'est parfait. Merci. Bonjour, joyeux Noël à tout le monde en avance, j'en profite. D'ailleurs, Monsieur le maire, c'est très triste à la fête des familles, fête de Noël des familles de Varennes qui avait lieu ce dimanche. Je vous ai croisé, puis malheureusement, vous êtes parti rapidement. J'ai pas eu la chance de vous le souhaiter en personne. Ceci dit, question sur le budget. Je voudrais savoir, j'ai quelques questions générales, quelques questions pointues, donc je vais une à la fois, je comprends bien. Je voudrais savoir, je vais commencer par, général, la taxe foncière. Lorsqu'on dit que ça inclut l'environnement, tout à l'heure, vous nous montriez, là, vous nous avez montré le budget. Je voudrais savoir, ça correspond à quoi exactement la taxe en environnement? En fait, à quel montant? Bien, à quoi exactement, là? Qu'est-ce que vous taxez ou... En fait, c'est un fonds qui est dédié. M. Roy, les détails de ce qu'on fait avec ça, c'est spécifique, là. En même temps, juste voir l'impact du montant de ce volet-là, je ne sais pas exactement le chiffre, là, mais qui sera mis dans le fonds. Mais à quoi sert le fonds environnement? Mais mettons, moi, mettons que je suis taxée, ça sert à quoi? Puis c'est quoi le montant qui est taxé exactement pour le résidentiel, mettons? Exactement la réponse que j'ai demandé à M. Roy. OK, donc je vais remettre votre présentation à l'écran, M. Danfous. Ça va me permettre de m'appuyer là-dessus pour y répondre. Donc, ce qu'on voit, c'est que précédemment, on avait... Excusez, je m'en vais chercher la bonne ligne. Pas celui-là. Peut-être celui-là. Donc, vous voyez, Mme Dulude, en 2023, la colonne 2023, la dernière ligne, on avait une taxe pour l'environnement qui correspondait à une valeur de 0,02 sous du 100 $ d'évaluation. En 2024, cette ligne-là disparaît du compte de taxe. Par contre, comme l'a expliqué M. Danfous, cette ligne-là est intégrée dans ce qu'on appelle la première ligne en haut qui s'appelle le taux de base. Donc, essentiellement, la Ville va encore prélever les mêmes sommes. Et maintenant, ça va être prélevé à même le taux de base plutôt que d'être prélevé à même la taxe d'environnement. Maintenant, qu'est-ce que la Ville fait avec ces sommes-là? Ça peut être, par exemple, vous avez vu qu'il va y avoir différents projets de plantation. Ça peut être des interventions dans les bandes riveraines. Ça peut être tout le financement du programme Habitation durable qui permet de venir aider financièrement les citoyens qui font des demandes pour des éco-gestes. Donc, il y a une panoplie là, de mesures qui sont financées à même le Fonds d'environnement de la Ville. Et de quel montant? Parce qu'elle a demandé le montant. 1 million. 1 million. C'est 1 million de dollars qui est prélevé là, pour le Fonds d'environnement. Qui était, donc, en 2023? Non, qui le sera encore. Plutôt que d'être prélevé à même la taxe pour l'environnement, ça va être prélevé à même le taux de base et ça va être versé dans le Fonds de l'environnement. Merci. Je me fais un devoir d'inciter. 0,02 représente 1 million de dollars. Là, je suis un peu surpris là, que ça soit autant. Pour de vrai? OK. Surpris. Écoute, Je pensais pas que ça se monte. on en apprend tous les jours exact, dans les séances de budget. Oui, j'avais une question. En fait, il y a une lumière qui m'a allumé quand vous avez parlé des taux, des taux hypothécaires qui présentent beaucoup d'augmentation. Je me demandais, le Centre des bâtisseurs, on n'est pas propriétaire du Centre des bâtisseurs. L'espace, non. Donc, oui, de l'espace des bâtisseurs. Donc, c'est le propriétaire des lieux qui assume l'augmentation du taux d'intérêt de la construction. Assurément, oui. Ça fait en sorte que, à ce moment, nous, nos coûts pour le Centre des bâtisseurs n'ont pas augmenté. Le loyer reste le même. Nonobstant sa hausse de coût de construction. C'est ce que je voulais valider. Merci. Exact. Je vais prendre vos 2 dernières questions pour la première période de questions. Vous aurez amplement de place pour la deuxième. Allez-y. Alors, la première période de questions qui durait 30 minutes? 15. OK, parfait. Alors, facture location Glace Arena 2023. Je voudrais savoir combien de... Est-ce que le montant a changé? J'aimerais avoir une idée de 2022, 2023 et la projection de 2024. Puisque en ce moment, on se retrouve avec des semaines au niveau de l'Association du hockey mineur de Varennes. Les jeunes ont des semaines où ils n'ont même pas de temps de glace pour avoir une pratique. Et où, là, il faut choisir. C'est sûr qu'il y a une bonne nouvelle. Là. Il y a l'Association de hockey féminin
Il y a une nouvelle ligue qui s'est ajoutée. Ça, c'est génial. C'est une bonne nouvelle pour nos demoiselles. C'est juste que là, il manque d'heures. C'est un peu dur. Le temps est dur, là. Je veux dire, on a commencé la saison avec du temps de glace, puis là, on se fait dire non, non, il faut couper, il faut couper. Il y a même des semaines, on a peine à avoir 1 heure de pratique par semaine. C'est une nouvelle réalité. J'ai de la misère à croire que juste l'Association féminine de hockey fait toute la différence. J'ai pas entendu cette problématique-là à l'époque de l'ancienne Arena, mais je n'y étais pas, je ne l'utilisais pas dans ce sens-là non plus. Donc, pourquoi? Et est-ce que c'est une question de montant d'heures de glace louées là, par la Ville pour le Sportplex Énergie, là? C'est la première fois, Mme Duluth, que vous abordez les heures de glace. Puis honnêtement, on aurait pu travailler dans la même équipe très, très, très longtemps avant parce que, avant d'être maire, j'étais le président du comité du oui pour construire une deuxième glace parce que c'était nécessaire. Ça nous coûtait 250 000 $ de location extérieure. Là, on en a 2. On s'est manqué au football, on s'est manqué là. Mon Dieu, hein, on va peut-être se retrouver un jour. On s'est manqué dimanche, ça a l'air. Ben oui, ben non, mais vous m'avez vu, mais vous m'avez esquivé un petit peu, mais bon. J'allais pour le pickleball, qui est très populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que j'entends que malgré qu'on ait 2 glaces, avec le bloc d'heures de location que nous avons, parce qu'on est prioritaire dans l'espace des bâtiments, pas l'espace des bâtiments, mais dans les glaces, le Sportplex de l'énergie, on est prioritaire en fonction du nombre d'inscriptions. Fait que là, est-ce qu'il y a eu, dans la dernière année, ce que je ne sais pas, une explosion du nombre d'inscriptions? Et nous, on se réfère toujours à l'année précédente des heures. Si c'est le cas, ça se peut qu'il y ait un décalage d'une année. Mais honnêtement, je pense qu'on va demander, à moins que M. Roy, vous ayez l'information, mais on va demander à Mme Lanneville d'aller chercher l'information. Non, c'est sûr, je n'ai pas l'information ce soir de savoir combien on a pour les 3 dernières années. Mais ça va, je soulève la problématique, en fait. Là, je vous la soumets humblement. Non, mais en fait, et même moi, je suis curieux de savoir, est-ce que le problème est à ce point important? C'est-tu à cause du hockey féminin, ce qui serait triste? J'ai aucune idée. Bien, en fait, à cause, grâce à, là, je ne vais pas mettre ça sur non, je comprends. C'est une bonne nouvelle, mais on se l'arrivée. comprend, là. C'est une très, très bonne nouvelle. Ouais. Mais à quelque part, est-ce qu'il y a place à amélioration à ce niveau-là aussi? C'est exactement ce qu'on va pouvoir vérifier. Merci. Donc, en regardant le budget, je me questionnais s'il y avait une pensée sur la protection des terres agricoles, parce que ça fait 25 ans que je suis propriétaire d'une maison à Varennes et le paysage a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'industries et ça aide la ville quand même, mais je vois beaucoup de champs disparaître aussi. Est-ce qu'il y a cette pensée-là qui reste dans le conseil municipal d'avoir une forme de protection? En fait, la protection du territoire agricole est non seulement très sérieuse auprès du conseil de ville, auprès de la MRC, mais surtout auprès de la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Quand il y a des terres qui étaient cultivées où on se retrouve aujourd'hui avec du bâti, c'est parce que le zonage était industriel, était zoné blanc, mais on permettait de l'agriculture tant qu'il n'y a pas de projet. Mais ce n'était pas un zonage agricole. Le plus bel exemple, Jean Coutu. Avant, ces terrains-là appartenaient à Hydro-Québec. Le 9,2 millions de pieds carrés que nous avons acheté d'Hydro-Québec, on n'a pas changé le zonage, là. C'était un zonage blanc, commercial, industriel. On a juste fait une rue et le développer pour être capable. Mais ce n'est pas des pertes de terres agricoles dans un zonage agricole. Il faut faire la nuance avec ça. Nulle part à Varennes, il y a de terres agricoles qui ont été retirées dans un zonage agricole. Est-ce qu'il y a des secteurs... Puis prenez l'exemple de Lionel Boulet. Lionel Boulet, avant que ça commence à se développer, bien, c'était cultivé. Mais la première bande, et là, je pense c'est 200 mètres, en tout cas, il y a une bande développable. Mais tant qu'il n'y a pas de projet, les agriculteurs louaient les terrains aux propriétaires et cultivaient, mais dans une zone développable. Elle est là la grande nuance. Les terres agricoles, la protection est maintenue et la CMM est très sévère. Il n'y a pas de dézonage possible. Il y a une autre époque, il y a 40, 50, 60 ans, ça se dézonait beaucoup
dans des terres agricoles, zonées agricoles, et là, on changeait le zonage. Venez le secteur de la marine, avant que ça se développe, c'était agricole. Ça, c'est il y a 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, impossible. Soyez rassurés, il n'y aura pas de développement sur les terres agricoles. Parfait, merci. Par contre, je vous amène une précision. Est-ce que des projets, je vous donne un exemple, de serres, où des serres peuvent se construire sur des terres agricoles parce que c'est de la culture, mais ce n'est pas de la culture traditionnelle, comme on a, parce qu'à cause de l'hiver, il y a des serres qui peuvent produire à l'année longue. Et là, dans ce contexte-là, vous aurez compris que ça reste agricole. Il n'y en a pas encore, mais est-ce qu'il peut en avoir ailleurs? Assurément. À Varennes, possiblement aussi. Merci. Merci à vous. J'avais mentionné, c'était les 2 dernières. Oui, c'est correct, je On sera repasserai. à Pourriez-vous l'autre juste période de questions apporter après. la précision à madame, parce que sur le chemin de la Baronnie, on n'a pas connu ça tout à fait, là. Donc, en tout temps, les villes ont le droit d'enlever des terres agricoles si c'est pour l'élargissement d'une route, si le projet le justifie. Fait qu'il n'y a pas de changement de zonage, mais on perd quand même des terres agricoles. Je veux juste le spécifier, là, puis ça peut se faire un peu partout dans la ville, et c'est parfaitement légal. Et M. Legault a réussi dans les dernières années. Vous pourrez peut-être me dire, là, en tant que président maintenant, c'est à Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, il y a 2 endroits au Québec où il a réussi à dézoner de l'agricole, même si la CMM n'était pas rendue là. Belleuil, je crois, puis Vous avez Saint-Hyacinthe. compris qu'on n'est pas dans le territoire de la CMM? On est rendu dans notre ordre du jour, puis vous pourrez revenir avec votre Mais je question pensais si que, vous avez comme des président, vous questions. pourriez apporter ces précisions-là, parce que c'était en complément, Merci, madame. Mme Dulude. Donc, règlement point 1 pour un avis de motion. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 974 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 43 000 $ pour en acquitter le coût. Et le projet de règlement est également déposé. J'en donne avis de motion. Mme Parent donne avis de motion. Appuyé. Je l'appuie. Monsieur, c'est un avis de motion. C'est vrai. Désolé. Point 2. Pour adoption, le règlement 975. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du projet de règlement dans les délais requis, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 975 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines tarifications et compensations, le financement de réserves financières, le remboursement des prêts FIM, la fixation des taux d'intérêt des arriérages, ainsi que le nombre de versements pour le paiement des taxes de l'année financière 2024. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 3, adoption le règlement 977. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 977 sur l'installation et l'entretien de compteurs d'eau. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé par M. Savaria. Oui. Point 4, pour adoption le règlement 979. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 979 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville pour des travaux aux stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, commune aux municipalités de Varennes et Verchères pour l'année 2024. Je le propose. J'appuie. Mme Collin, appuyée par Mme Parent. Mandat, appel d'offres et subventions. Point 5, octroi de contrat achat de 8 bornes électriques. Considérant l'approbation d'une demande de subvention auprès de Propulsion Québec pour couvrir jusqu'à 50 % de l'achat et de l'installation de 8 bornes de recharge électrique, considérant la recherche de prix effectuée par le service, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Brunel Électrique un contrat de 77 000 $, 33,25 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de 8 bornes de recharge pour véhicules électriques Smart 2, double de niveau 2 de service Flow incorporé, conformément à son offre du 1er décembre 2023, et d'affecter la dépense au fonds vert. Je propose. J'appuie. M. Fortier, appuyé par M. Marcil. Point 6, octroi de contrat, travaux d'urgence. Considérant un bris d'aqueduc survenu le 22 novembre 2023 sur une vanne de raccordement du boulevard Lionel-Boulet, considérant l'urgence d'agir afin de conserver le service de distribution d'eau potable aux villes desservies par la Régie intermunicipale d'eau potable, considérant les dispositions de l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Excavation Civil Pro un contrat d'approximativement 389 219,05 $, taxes incluses, pour la sécurisation de la sellette et l'installation d'une chambre de vanne sur le réseau d'aqueduc du boulevard Lionel-Boulet, le tout conformément à son offre du 1er décembre 2023, et d'affecter cette enveloppe budgétaire au surplus non affecté.
Propose. M. Duval, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 7, demande d'aide financière, programme éco-camionnage. Considérant l'acquisition de 2 véhicules outils compacts VBV électriques par le service des travaux publics, considérant que les 2 véhicules sont admissibles au programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministre des Transports et de la Mobilité durable et d'autoriser la signature de tout document ou entente donnant effet à la présente. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 8, acte de servitude de reconstruction de la ligne de transport électrique L2323. Oui, Madame Durocher. Oui, je déclare mon intérêt pour cette série. Merci. Mme Rioux. Considérant la reconstruction de la ligne de transport électrique L2323 par Hydro-Québec, considérant que la signature d'un acte de servitude temporaire en faveur d'Hydro-Québec pour une servitude de 2 ans, temporairement, est nécessaire, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'un acte de servitude temporaire d'une durée de 2 ans en faveur d'Hydro-Québec. Je propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. C'est beau, Madame Durocher. Point 9, entente d'aide à la relocalisation, la petite école Vision de Varennes. En considérant les dispositions de la loi sur les compétences municipales, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'une entente d'aide à la relocalisation avec la petite école Vision de Varennes. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Et le dernier point, point 10, renouvellement de gré à gré, assurance de dommages. Considérant les dispositions de l'entente du regroupement Varennes-Sainte-Julie relative à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques pour les années 2023 à 2028, considérant les recommandations du consultant Fidema Groupe Conseil, il est proposé, appuyé et résolu de renouveler de gré à gré les contrats d'assurance de dommages et d'octroyer le contrat pour le renouvellement de l'assurance biens, bris d'équipement et délits à Beneva pour la somme de 153 730 et 33 $ taxes incluses, d'octroyer le contrat pour le renouvellement de l'assurance responsabilité civile primaire à Lloyds, Trisura et Économical pour le montant de 298 437 et 20 $ incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage, d'octroyer le contrat de renouvellement de l'assurance automobile des propriétaires à Northbridge pour 59 907 et 71 $ incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage, de verser 50 676 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie collectif pour les assurances biens, bris d'équipement et délits pour 22 203 et responsabilité civile primaire complémentaire excédentaire et municipale pour 28 473 $ pour les mêmes termes et d'autoriser la directrice des services juridiques et greffes à signer tous les documents donnant effet aux présentes. Proposeur? Je propose. J'appuie. Madame Collin, appuyée par M. Duval. Et nous sommes rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes. Il est 21h18. Bonjour, M. le maire. Donc, la période de questions qui précède l'ordre du jour de 15 minutes, on vient de la perdre? Non, on l'a fait tantôt. Bien, en fait, moi, je vois qu'il y a 2 séances. Il y a 2 périodes de questions pré-séance puis 2 30 minutes. Mais en tout cas, dans mon calcul, ça faisait plus que ça, mais je dois plus savoir compter. OK. Mais ce qu'on fait depuis des années, c'est que la présentation budgétaire, on saute les périodes de questions, puis on les ramène à la séance spéciale que nous avons, mais ils ne s'additionnent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait comme ça, puis c'est comme ça que c'est, tout simplement. Alors, je vous en fais officiellement la demande pour toutes les prochaines présentations subséquentes et donc pour celle-ci, puisque sinon, je trouve que le droit citoyen est quand même bafoué. C'est les seuls moments où on peut s'adresser à vous, puis encore là... OK. Donc, première question, j'aimerais point 3. Point 3, point 4, là, tout ce qui concerne les compteurs d'eau. Combien ça va nous coûter, nous, les résidents, là, concrètement, là, de façon... je comprends qu'il y a une moyenne à établir, là, on ne peut pas répondre en... Mais est-ce que je comprends qu'on va tous se ramasser avec les compteurs d'eau, que ce n'est pas seulement le secteur industriel, ou j'ai mal compris? Peut-être tantôt, lors de la présentation budgétaire, j'ai été très, très clair que ça ne serait jamais dans le secteur résidentiel. OK, mais je n'ai pas compris, ça se peut-tu? Juste ça comme ça. Faut croire que vous n'avez pas compris. Parfait. Mais maintenant, M. Roy, on nous pose la question,
l'impact du projet industriel et commercial, quel sera l'impact sur le compte de taxes résidentiel de chaque citoyen? J'ai besoin de votre aide, j'ai aucune idée. En fait, il n'y a pas d'impact. Il y a 60 compteurs d'eau qui sont installés dans le secteur résidentiel sur une base volontaire. On avait fait un appel de candidature pour ça. Le coût de gestion du programme, le Conseil, la semaine dernière, a octroyé un contrat de 300 quelques mille dollars. Et la portion pour les compteurs non résidentiels, j'y vais par mémoire, il me semble que c'était autour de 900 000. Mais l'impact sur le compte de taxes varennois, il sera nul. Là. Il n'y a pas d'effet là-dessus. Merci beaucoup. Votre question est posée. Je vais juste passer à M. Cyr. Rebonsoir. Rebonsoir. C'est une question que j'avoue que j'ai posée peut-être dans les 2 dernières séances. J'ai beaucoup dérangé M. le maire suppléant, mais je profite du fait que vous soyez là aujourd'hui. Je vais quand même la faire courte. Là. Dans le fond, comme vous le savez, là, il y a eu beaucoup d'enjeux avec le financement du transport en commun qui sont beaucoup fait de bruit dans les 3 derniers mois. Puis à chaque fois que je revenais au Conseil de ville, il y avait des éléments supplémentaires, fait que ça animait nos discussions à moi et M. Marcel. Mais bref, je me demandais, on a beaucoup parlé des transports collectifs à Montréal, c'est correct, c'est normal, là, il y en a beaucoup là-bas, mais j'ai très peu entendu, en fait pas du tout entendu parler de l'impact budgétaire sur EXO puis sur le transport collectif hors Montréal. Fait que je me demandais, c'est quoi l'impact qui s'en vient? On a vu que la STM, ils finançaient leur déficit avec une enveloppe qui était supposée servir au développement du transport en commun, ce qui est, je trouve, très alarmant. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va dans les autres années. Ben, vous-même, en tant que président de l'UMQ, vous avez intervenu sur cette question-là. Fait que je me demandais, plus spécifiquement pour EXO, puis notre service ici à Varennes notamment, puis dans les villes voisinantes, c'est quoi l'impact qu'on peut s'attendre cette année, puis peut-être dans les autres années, même si, bon, c'est difficile de savoir ce qui se passe le prochain mois, là, mais voilà. En fait, l'enjeu, la question reste entière parce qu'au fond, si vous avez suivi de près l'actualité, là, il est clair qu'il y a un déficit d'opération qui se chiffrait à peu près à 500 000. Puis là, je parle de la CMM seulement. Il n'y a pas juste Montréal. Varennes fait partie de la CMM. Ce déficit-là, d'à peu près 500 millions, a été compensé en partie par le gouvernement, 200 quelques millions. Ça fait en sorte qu'on n'est pas du tout dans la progression du transport collectif. On est à l'étape comment faire survivre le transport que nous avons. La CMM, où je siège, a envoyé un message clair à l'ARTM, l'autorité du transport, en disant on ne veut pas que ça coûte aux municipalités plus de 4 %. Ce que l'ARTM a fait, malheureusement, a dû vider ses coffres, 200 quelques millions, pour être capable de subvenir à l'équilibre budgétaire. Et dans la prochaine année, donc, on survit, je vais l'appeler comme ça, on survit avec notre transport collectif en 2024. Dans la prochaine année, la ministre Guilbeault a mentionné qu'on doit obligatoirement s'asseoir pour trouver une solution dans le financement à long terme pour les 5 prochaines années du transport collectif. Honnêtement, là, j'ai vraiment aucune idée de comment ça va se conclure parce que, à notre avis, la seule façon d'y arriver, c'est des investissements massifs du gouvernement supérieur. Sans ça, c'est pas vrai qu'on peut transférer la facture aux citoyens sur leur ticket, qui est déjà assez élevé, puis encore moins sur les municipalités. On ne peut pas demander, puis ça, c'est Bruno Marchand de Québec qui a eu une belle réflexion là-dessus, on ne demande jamais au gouvernement, quand ils font des infrastructures de route, des viaducs, que ça soit rentable, que ça couvre ses frais. C'est des dépenses. Regardez le pont Champlain, ce que ça a coûté. Ça génère 0 sous, il n'y a même pas de payage. Et là, au niveau du transport collectif, il faudrait que tout à coup, on puisse assumer nos frais pour avoir l'équilibre budgétaire. Ça n'a aucune chance d'arriver. Si le gouvernement est clair dans sa volonté de réduire les GES, donc réduire la pollution, on sait que le transport est un facteur important. La nuisance que ça occasionne avec le trafic, quand il y a beaucoup de congestion pour rentrer à Montréal, ça a un coût économique. Si le gouvernement ne décide pas de mettre l'artillerie lourde pour faire en sorte que ça change, honnêtement, je crains pour la suite du transport collectif, et pas juste à Varennes, partout. À Montréal, pour
clore leur budget, ils ont coupé, et là, de mémoire, 260 postes pour être capable de finaliser leur budget. Ça annonce rien de bon pour la prochaine année. On va suivre de près les négos. Vous le savez que je serai impliqué. Et de là à penser que du jour au lendemain, le gouvernement fasse comme Norfolk et mette autant de milliards tout à coup, je serais étonné, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. La question reste entière. L'inquiétude reste palpable. On veut tous réduire le nombre de voitures, mais à Varennes, malheureusement, nos jeunes qui arrivent en âge de vouloir conduire, parce qu'il y a une déficience dans le transport collectif, bien, ils vont acheter une voiture, une autre voiture. Puis malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais c'est aujourd'hui, malheureusement, comme ça qu'on n'a pas le choix de fonctionner. On fonctionne un peu à l'envers. Fait que malheureusement, vous allez revenir nous voir dans 6 mois ou dans quelques mois pour nous dire comment ça s'est passé, les discussions avec la ministre Guilbeault. Est-ce qu'il y a une ouverture sérieuse? J'espère que oui. J'ai des doutes. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, M. Cyr. Rebonjour. Ma question concerne le Polydôme et la maison Saint-Louis. Je me demandais s'il était possible de rentabiliser ces espaces-là par la location et ou sinon de les rendre accessibles aux OBNL reconnus par la Ville. La question est bonne, Mme Dulude. Pour le Polydôme, c'est assurément impossible de couvrir ces frais parce que l'objectif de la Ville est de rendre accessible gratuitement pour les Varennois l'espace. On a quelques locations rarissimes, mais si on ouvre davantage la location, je vais vous donner juste l'exemple de l'hiver, si on ouvrait au privé à des matchs de hockey, à des tournois de hockey, à des ligues de hockey, avec même l'association du hockey mineur qui serait prête à louer des heures, mais là, on va venir brimer les Varennois de pouvoir patiner librement, gratuitement, jouer au hockey librement, gratuitement. Fait qu'aujourd'hui, on n'est pas là. On ne veut pas faire ça parce qu'on sait que le Polydôme, surtout où il n'y a pas de glace extérieure nulle part ailleurs parce qu'il ne fait pas assez froid, parce qu'il pleut hier, la température. Ceux qui avaient commencé des glaces dans des villes, ils ont toutes scrappé avec la température d'hier. Malheureusement, c'est de plus en plus chaud. L'hiver, la vraie froidure qu'on est habitué de voir il y a 20-30 ans n'existe plus. C'est pour ça qu'on a le Polydôme. Fait que de penser le louer pour rentabiliser, il faudrait qu'on le loue beaucoup trop et trop cher. Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. J'ai oublié de dire en dehors des saisons, de la saison d'hiver, là, comme l'été, tout ça. Oui, bien, prenons l'été. On a des plages horaires, il y a 6 terrains de pickleball. Fait que, si on charge aux gens, bien là, les gens ne viendront pas. Quand on fait d'autres événements, il y a des bingos, quand on fait de la danse, quand on fait, il y a du roller. La ligue de roller paye, mais c'est quand même des petits montants. Mais quand on fait ça, puis il y a des gens qui veulent jouer au roller, ou quand il y a d'autres événements qu'on souhaiterait, les cinémas qu'on fait, bien, c'est toutes des soirées qui sont extraordinaires, mais qui ne rapportent pas, là. C'est une offre de services additionnels à la population qu'on est très fiers d'offrir, mais de penser, le jour où on sera pris à devoir générer des nouvelles sommes parce qu'on est dans le trouble financièrement, on devra penser à ça. Mais aujourd'hui, on est capable d'offrir des nouvelles gammes de services et de l'offrir gratuitement dans la majorité des cas, puis sans avoir de problèmes financiers, comme vous avez entendu. Le deuxième bâtiment, c'était-tu l'espace des bâtisseurs? Non, c'était ici. Ah, c'est la maison Saint-Louis. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on ne peut plus vraiment organiser des activités ici. Parce qu'on les a tous transférés à l'espace des bâtisseurs. Oui, mais là, on perd des privilèges. Là, je vais parler pour les OBNL de façon générale. Oui. On se fait dire qu'on ne peut pas réserver le Polydôme parce qu'il n'y a que les activités sportives qui peuvent s'y dérouler. Mais là, je comprends qu'il y a eu le bingo, je comprends qu'il y a le cinéma pour les événements familiaux. Mais là, on se fait dire, en tant qu'OBNL, qu'on ne peut pas, c'est strictement si on fait une activité sportive. Ensuite, l'espace des bâtisseurs, bien là, bon exemple, on peut louer une fois par année la salle, qui est extraordinaire, tout ça. Mais après ça, on ne peut plus rien faire. Donc là, je vous donne l'exemple de l'Association des familles de Varennes. Ouais. On est coupé la possibilité, en tant que membre, de générer des revenus. Comme il y avait avant le marché aux puces biannuel, on avait la possibilité de louer des salles, tout ça, d'emprunter des salles au Carrefour, là, c'est plus possible. On avait, l'espace des bâtisseurs, c'est une fois par année. Fait qu'après ça, déjà, ça ne rentre pas. Ce qui fait que là, on est privé de la seule source de revenus potentiels de l'OBNL. Et là, on essaie
chercher des solutions vers quelle salle on peut se tourner, quel type d'événement, qu'est-ce qu'on peut faire pour générer finalement du financement pour que l'association puisse fêter ses 40 ans cette année, comme il se doit. Puis là, mais honnêtement, on cherche des solutions actives. Puis on se dit, bien, si on ne peut pas louer plus d'une fois, qu'est-ce qu'on fait? Et là, est-ce qu'on peut présenter une demande peut-être de façon exceptionnelle? Ou, la réponse est oui. Parfait, OK. Surtout dans un contexte de 40e, chaque organisme, je pense pas les filles d'Isabelle, mais le Cercle de fermières, ils ont eu 70e. Là, il y a des budgets spéciaux pour des événements de cette nature-là. Mais vous avez fait référence au polydôme, des pertes d'espace, ça n'existait pas avant, le polydôme. Fait que c'est pas nécessairement une perte. Est-ce que vous aimeriez être capable de le louer plus souvent? Tous les organismes souhaiteraient, évidemment. Mais là, si on fait ça, on vient pénaliser les citoyens. Fait que pour l'instant, on a dit non. Il y a beaucoup de privés qui souhaiteraient faire des parties, puis on dit non. On voulait prioriser l'espace des bâtisseurs. Et là, on est dans la première année d'opération, puis là, on réalise que, il est vraiment de plus en plus occupé. Il y a de nouvelles programmations en culture, des nouvelles danses en ligne de country, puis de plus en plus populaires. Le pickleball, j'en parlais à la blague tantôt, mais même nos aînés ont créé des ligues et c'est plein. Non, c'est génial, c'est sûr, les gymnases sont là de jour. Avant, c'était les écoles, puis on n'était jamais capable de les prendre. Fait qu'on crée des nouveaux espaces, mais pour répondre à votre élément très précis face au financement du 40e, c'est sûr, je vous le dis d'avance, on va dire oui. Mais de façon annuelle? Il y a un programme pour ça. Oui, ça, je le connais, mais de façon annuelle, nos sources, exemple, c'est comme ça qu'on se faisait connaître, là, les marchés aux puces, tout ça. Ouais. Et ça prend beaucoup d'espace. On ne peut pas faire ça sur un coin de rue ou quelque chose. Puis là, on n'a plus la possibilité de le faire. On n'a plus la possibilité de générer des profits par nos campagnes de financement qui étaient le MAP. Là, c'était vraiment comme ça que les gens de toutes les villes accouraient vers nous. On se faisait notre fonds de roulement comme ça. Et puis là, avec la pandémie, en plus... Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment populaire. Là. Puis avec la pandémie, bien là, on s'entend qu'on a grugé comme tout le monde. Là, je ne veux pas... c'est pareil pour tous les OBNL, tout ça, mais c'est juste que là, je me disais, le polydôme, l'été, quand c'est pas réservé, si on le prévoit très longtemps à l'avance, est-ce qu'on pourrait prévoir un espace, tu sais, dans des... Est-ce qu'on pourrait élargir, je sais pas, le libeller pour le réserver? Sans vouloir m'avancer, là, je pense sincèrement que oui. Je pense sincèrement que oui. Je vous dirais, commencez par votre répondant ville au loisir. C'est fait. Bon, non, mais parler, échanger des options, puis qu'un projet soit déposé au conseil, puis là, on pourra l'apprécier. Parce que de le faire comme vous le faites, c'est correct, vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a pas de décision qui va se prendre live. Il faut toujours passer par le canal traditionnel. Mais je me souviens très bien des marchés aux puces qu'il y avait au Carrefour. Il y avait du monde, puis il y avait du stock. C'était hallucinant. De le revoir, j'aimerais beaucoup ça. Puis je comprends que la pandémie a tout bousillé, bien des plantes, bien du monde. Oui, tout à fait. Mais on a des espaces maintenant. C'est de voir comment on peut trouver... Puis vous avez raison, l'été, le polydôme, même s'il pleut, ça ne dérange rien. Et l'espace est magnifique. Il y a assurément des idées. Puis l'été, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de glace. Tout à fait. Puis il y a plus de disponibilité. Fait que je suis convaincu, sans parler pour le conseil, là, qu'il risque d'y avoir de l'ouverture, surtout pour nos organismes. C'est ça l'objectif. Merci. C'est de supporter nos organismes. Merci. Puis avec la conjoncture financière des familles, je pense que ça... On comprend la mission très bien. sociale serait encore... merci. Encore plus valable. Exact. Rebonsoir. Rebonsoir. Concernant l'octroi des travaux d'urgence pour les berges, il y avait eu une séance spéciale le 20 novembre qui a été affichée le 20, la journée même. Est-ce qu'il n'y a pas un délai normalement pour les séances spéciales? En fait, il y a un délai pour convoquer les membres du conseil. Et là, je vais de mémoire, c'est 48 heures. Et là, on comprend que dans ce contexte-là, c'est des travaux d'urgence. Ça prenait, avec l'hiver qui s'en venait, ça prenait le temps le plus court pour convoquer le conseil pour octroyer ce projet-là parce qu'il était d'urgence. Là, après, au niveau de l'affichage, ça se peut que ça n'a pas été affiché nulle part. Là, Bien, ça a été affiché, mais le 20, ça a été affiché la journée même du... parce qu'au fond, ça a été probablement décidé, c'est ça, l'avant-veille ou quelque chose comme ça, là, M. Roy. Oui, en fait, le délai, Mme Provençal, c'est 24 heures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait l'information que tous les membres du conseil seraient là le soir même. Donc, on serait en mesure, et les élus auraient pu à ce moment-là décider de renoncer
au délai de convocation. Par contre, malheureusement, la COVID a affecté un de nos élus. On l'a appris le dimanche, donc c'est là qu'on a été là, dans l'obligation de convoquer à l'avance la séance. En l'ayant convoqué à l'avance, bien, c'est là qu'on l'a affiché le lundi. Donc, la séance a été officiellement convoquée le dimanche, a été affichée le lundi, et c'est le soir même là, que les élus ont siégé en séance spéciale. Non, c'est parce que depuis, je pense, en octobre 2022, qu'il y avait été question que c'était urgent de réparer les berges. Puis il n'y avait pas aucun appel d'offres qui a été fait à ce moment-là, durant l'année, ou... Parce que là, on arrive à la fin de l'année et on est obligé de le faire en urgence. La réponse, c'est oui, mais c'est que c'est long avant d'avoir les réponses, les délais, avant d'avoir quelqu'un qui est qualifié pour faire les travaux. Fait que dès qu'on a eu la réponse qu'enfin, il y en a un qui est conforme, bien là, il fallait réagir rapidement. Si on attendait à la prochaine publique, là, on manquait la fenêtre avant Noël. OK. Pour ça. En même temps, le type d'aménagements qui ont été faits, enrochement, végétalisation, et ainsi de suite, est-ce que c'est réellement ce qu'il fallait faire? Parce que pour cette portion-là du fleuve, c'est assez grave quand il y a des vagues et ainsi de suite, les glaces au printemps. Cette méthode-là, sur des rivières, ça va très, très bien, mais sur le fleuve, ça a été expérimenté à l'avance ou en fait, on va le voir au printemps? C'est une recommandation des ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier comme mode de fonctionnement. On va souhaiter, autant vous que nous, que ça fonctionne. La dernière chose qu'on veut apprendre, c'est que la recommandation d'ingénieurs spécialisés dans l'érosion des berges viennent nous proposer quelque chose qui ne fonctionne pas, on serait très déçus. On n'est pas qualifié personne pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon, là, mais on va souhaiter que ça fonctionne, Mme Provençal. On va espérer, c'est sûr et certain. Bien sûr. Merci bien. Merci. Rebonsoir. J'avais une question qui m'est apparue quand vous avez parlé de 2 véhicules de pompiers, mais aussi d'un véhicule pour les égouts. Je me souviens qu'il y avait déjà eu une discussion sur le fait que les véhicules municipaux, en somme, étaient utilisés, mais que, mettons, les compteurs n'étaient pas très élevés parce que c'était usé. Bon, bref, peu importe. Je me demande, est-ce qu'il existe un système de partage de ces véhicules-là entre les municipalités? Tout simplement, parce que ça me semble que ça pourrait être pertinent si on disait que les véhicules coûtent très cher, etc. Je me demandais. C'est à croire, M. Cyr, que vous assistez en secret à des réunions de l'Union des municipalités du Québec parce que, honnêtement, c'est un enjeu important. Il y a beaucoup de véhicules municipaux qui sont nécessaires, sinon essentiels, mais est-ce qu'ils travaillent aussi longtemps qu'on souhaiterait? La réponse est non. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait une mise en place d'un système de partage entre municipalités? Vous avez raison, la réponse est oui. Donc, l'Union est en train de travailler à des modèles de ce genre-là parce qu'il y a des véhicules que Sainte-Julie a que nous n'avons pas. Il y a des véhicules, puis je vais vous en donner un autre exemple. Ça a été un débat dans les dernières années, là. Le fameux, on l'appelle en anglais le grader, là. C'était la fameuse gratte, là, des fois pour déglacer. La niveleuse, merci, il est prof, c'est pas pour rien. Donc, cette fameuse niveleuse-là, pendant des années, on la louait. Jusqu'à temps qu'on s'est rendu compte que la rareté des équipements a fait en sorte que les derniers prix pour louer juste quand on en a besoin, c'était hallucinamment cher. OK, mais il y a des membres du conseil qui disent, bien là, ça n'a plus de bon sens, on va l'acheter. On l'a acheté. Mais la réalité, c'est que glaçage, pour l'instant, on n'a pas utilisé. Niveler des rangs en gravier, OK, mais on n'a pas tant que ça. Mais là, le reste de l'année, est-ce qu'on peut l'intégrer dans un projet d'autopartage ou de véhicules municipaux partage? La réponse, c'est sûr que oui. Et tout le monde va gagner. Ceux qui louent, comme ceux qui sont propriétaires, qui vont pouvoir louer, des fois avec même des employés villes qui connaissent le véhicule pour s'assurer que ça fonctionne bien. L'idée est excellente. Bon, bien, tant mieux. On est là-dessus. Merci, M. Cyr. Bonjour. Lorsque vous nous avez présenté le budget par département service, il y en avait un qui correspondait aux services, aux logements sociaux. J'ai vu cette appellation. Donc, je vais essayer de poser une question claire. Je me demandais combien, est-ce qu'on peut parler en termes de logement social créé, comme on entend parfois dans les nouvelles au niveau gouvernemental? Si oui, combien de logements sociaux ont été créés à Varennes?
Et est-ce que, je ne sais pas comment l'appeler, mais près de l'espace des bâtisseurs, les nouvelles constructions habitables qui ont été créées là, les condos, je me demandais si c'était du logement, pourquoi c'était pas du logement social plutôt, puisque ça n'en est pas, et combien ces logements-là rapportent en termes de taxation. Là. Je ne sais pas combien de portes exactement ça a ajouté. Mais... De mémoire, c'est 2 fois 18, là, j'y vais de mémoire. 2 fois 18. OK, je croyais que c'était beaucoup plus que ça. Non, c'est ça. Okay. 2 bâtiments de 18. Les revenus taxes, honnêtement... On peut laisser... Je pensais que c'est plus important. Là, non, on peut vous l'envoyer, mais dans ces bâtiments-là, il n'y a pas de règles de logements sociaux parce que très souvent, les logements sociaux sont gérés par l'OMH, l'organisme qui est maintenant rendu régional. Avant, les villes avaient leur propre OMH. Maintenant, c'est la MRC qui chapeaute les demandes de logements sociaux. Et la crise importante qu'on connaît partout au Québec, on entend souvent Valérie Plante dénoncer la lenteur, parce que le problème principal, c'est que le gouvernement finance un montant spécifique pour la création et la construction des logements sociaux, mais les coûts de construction ont tellement explosé que l'autorisation pour construire d'il y a 4-5 ans, aujourd'hui, les prix d'aujourd'hui sont plus capables de construire, les chiffres ne croissent pas. À Varennes, plus spécifiquement, on avait un projet sur le site de l'espace des bâtisseurs, même un bâtiment de 7 étages de haut. On n'a pas eu le financement. L'OMH a eu un refus il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, sans vouloir aller trop dans le détail parce que je ne peux pas, on n'est pas en mesure, on a un magnifique projet, Mme Dulude, qui, sincèrement, là, sans dire que je suis convaincu, parce que je ne peux pas dire ça, là, mais j'ai très confiance 95 % qu'on aura une réponse favorable d'un nouveau projet neuf, 100 % logements sociaux à Varennes, qui va répondre assurément à un besoin. Mais comme je l'ai mentionné dans ma présentation budgétaire, dans le centre-ville, on a imposé du logement abordable. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Le logement social, c'est beaucoup plus bas, puis c'est pour des gens vraiment plus dans le besoin, qui ont des moyens très, très, très limités. Logement abordable, c'est d'être 10 % en bas de la médiane du loyer. Fait que, bon, c'est juste 10 %, certains vont dire, puis les prix ont augmenté, mais au moins, on l'a imposé ça. Que 10 % des portes soient obligatoirement du logement abordable. C'est un pas dans la bonne direction, mais le grand défi, là, aujourd'hui, des constructeurs, avec les coûts d'aujourd'hui, pourquoi le fameux projet de règlement 20-20-20 à Montréal ne fonctionne pas? Parce que les coûts coûtent trop cher, fait que les revenus générés par les logements sociaux sont faibles, mais ils se retrouvent déficitaires, fait qu'ils n'en font pas. Fait que ça prend un coup de main de la Ville, ce qu'on va faire dans le projet que je ne vous dis pas, mais qu'on a hâte d'annoncer. Est-ce qu'on peut savoir combien de logements on peut espérer dans un... Dans ce projet-là? Oui. Sans vous dire où, admettons que je vais dire un peu plus que 30. OK, quand même, merci. Quand même, oui, c'est ça, quand même. C'est super. Okay, là, posez plus de questions là-dessus. Là, non, mais juste la médiane. Je suis allé au max, là. Juste pour savoir la médiane dont vous parlez. Oui. Est-ce que, je n'irai pas plus loin dans le projet, faites-vous-en pas. La médiane, est-ce qu'elle est établie en fonction de la MRC ou en fonction de la province? Parce que c'est pas la même chose, là. Oui, c'est ça, je pense que c'est la grande région montréalaise. Hein? C'est plus restreint que la CMM. C'est pas juste la CMM. Là. Je pense que c'est la région Rive-Sud, mais c'est plus grand que la MRC. Mais c'est 25 % en bas du loyer médian. Ah, donc c'est beaucoup mieux que 10. C'est 25 je vous remercie, bas de la médiane. c'est une super bonne nouvelle. Merci. Bonsoir. Justement, concernant ces images que vous nous avez présentées tantôt du centre-ville, ce que ça va donner, est-ce que c'est possible de revoir les images comme telles? Non, c'est parce que je regardais et il me semblait que ça n'avait pas l'air tout à fait à l'échelle. Non, ça l'est. Je ne sais pas, l'angle, je ne sais pas, ça ne me donnait pas l'impression. Mais laquelle des deux images? Parce qu'il y en avait deux. Les deux, une après l'autre. Vous allez utiliser le dernier temps qui reste pour les questions, là, mais on peut vous les montrer. Là. Donc, oui, c'en est une. Oui. C'est parce que pour moi, là, quand je regarde la rue Saint-Eugène, Marie-Victorin, là, je trouve que la distance est très, très grande. Là. Les édifices à logement, là, on voit que c'est des condos commerciaux, ce qui se fait avec Lexia dans le moment. Exact. Où il va y avoir du commercial et du logement.
On parlait d'à peu près, il me semble qu'on avait mentionné 200 quelques logements. Là. Non, le projet Spirata, c'est 37 portes. 37, c'est ça? 39 ou 37. L'autre, c'était 200. Mais là, le pointeur, je l'ai ici. Oui, ça, c'est ça, on autour de l'avait 39. vu. Oui, 39, les fondations sont en train de se faire. Oui. C'est ce projet-là qui est alentour de 180, 200? On parlait de 200, donc on Alentour parle de de ça. 250 logements additionnels sur Marie-Victorin dans cet espace-là. Total, oui. OK. Exact. Tantôt, vous avez parlé de maintenant que Marie-Victorin vous appartient, la 132 vous appartient à la ville, a été rétrocédée. Exact. Vous parlez d'élargir, vous parlez de pistes cyclables. Moi, je ne vois pas de possibilité de faire quoi que ce soit sur Marie-Victorin actuellement. Je n'ai pas parlé d'élargir. Non, mais vous avez parlé de pistes cyclables. Oui. Non, mais en fait, on prend l'emprise de rue actuelle, de trottoir extérieur à trottoir extérieur. Comment on réaménage ce tronçon-là pour avoir trottoir élargi, piste cyclable, c'est faisable. On a les plans. Ah oui? Mais c'est sûr que... Des bons ingénieurs. Oui, mais la grande différence, Mme Provençal, pour y arriver, là, la voie de circulation automobile n'a pas la même largeur. Ce que ça fera réduire la vitesse parce que plus les gens sont serrés, parce que ça, c'est une route provinciale. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui passent ailleurs. C'est pas juste les résidents de Varennes. Il y a des gens qui vont vers Verchères. Non, mais tout à fait. Verchères passe tout le temps là. Mais plus la voie est étroite, moins ça va passer vite parce qu'on se sent plus serré. Et ça permettra justement les voies cyclables et piétonnières élargies, et ainsi de suite, à l'intérieur de l'emprise. À l'intérieur de l'emprise actuelle. Oui, exact. Alors, on va faire des miracles. Merci. Pour une dernière fois, bonsoir, mais... Ce sera la dernière question. Il reste 2 minutes. Parfait. En fait, c'est assez rapide. Vous avez parlé d'un investissement de 1,3 milliard, puis vous avez dit que j'ai-tu compris qu'il n'était pas dans le compte de taxes? Puis si oui, je me demandais pourquoi. En fait, un bâtiment doit être terminé avant d'être taxé. Le projet d'Énerchem ECV n'est pas encore terminé, il est en construction. OK. Qui devrait l'être dans la prochaine année. Fait que c'est vraiment, tant qu'ils ne sont pas terminés, les bâtiments, ils sont pas comptés, ils ne comptent pas dans le compte de taxes des organisations qui les possèdent. Tout à fait. Super. Bon, écoutez, je vous remercie. Puis je vous remercie aussi pour la présentation et les réponses aux questions. Je crois que c'est Plaisir. très, très complet. Allez, Mme Dulude, je vous laisse votre dernière question. Oh yes, merci beaucoup. Plaisir. Alors, je cherche quelque chose de précis et je veux savoir comment le trouver dans le budget. Où retrouve-t-on les montants que vous avez accordés? En fait, que vous avez acheté des maisons résidentielles dans le coin de la Baronnie, entre autres. Mais bon, j'imagine que ça se fait aussi ailleurs. Mais là, dans notre cas précis, comment je fais, moi, pour trouver ces montants-là? Où sont-ils dans le budget? En Pas fait, évident. s'il y a pas... Bien, c'est sûr que dans la présentation qui est là, ces détails-là ne sont pas là. C'est impossible parce qu'au fond, il y a à peu près 80 projets qui sont entérinés. Les 80 ne sont pas là. Ça va. Pour revenir à... Est-ce qu'en 2024, il y a des acquisitions de prévues? Je ne pense même pas. Non, pas assez. Excusez-moi. Mais si vous avez des questions sur les budgets passés, il faut tout simplement adresser une demande au greffe, aux finances, et vous aurez le détail. Mais là, dans quoi je le retrouve? Non, mais vous ne pourrez pas le retrouver dans aucune ligne de budget. C'est impossible de le retrouver. Je comprends, mais dans quelle section? Est-ce que c'est dans l'immobilisation? Est-ce que c'est dans les... Il y a la section, fonds réservés, -autres. On parle de quel type de dépenses exactement? J'en ai aucune idée. Si vous voulez l'ensemble de la liste des exemples de dépenses autres, on peut vous la fournir, aucun problème. Parfait. Mais quand il y a une présentation comme ça, on doit généraliser parce qu'au fond, c'est impossible en une demi-heure d'entrer dans tous les détails d'un budget de 54 millions de dollars. Si vous avez des questions très précises sur, par exemple, est-ce qu'en 2024, dans le budget présenté, il y aura des montants dédiés à des acquisitions? Si c'est ça, on va vous répondre précisément quels sont les budgets prévus. Si c'est pour des transactions passées, vous pouvez le demander quels ont été les montants et les adresses. Prenez une gorgée d'eau, je vous en prie, là. On ne calculera pas ces secondes-là, quand même, là, mais... Ça passe pas. Mais c'était un des 6 départements ou 7 départements. J'en ai peut-être sauté quelques-uns présents dans la présentation aujourd'hui, là. Donc, juste le libellé, fonds réservés, autres, est-ce que de façon générique, on peut savoir
ou non, c'est un fourre-tout? Monsieur Roy. Oui, je pense comprendre votre question, là, Madame Dulude. Vous me direz si je suis à la bonne place. Ce que vous voulez savoir, c'est si, par exemple, la Ville procède à une acquisition, que ce soit vous avez fait référence à des maisons, mais si ça peut être des propriétés à des fins de développement économique, dans quelle ligne on va venir classer la dépense? C'est ça? Entre autres, oui. OK. Bon, bien, dépendamment de ce qu'on va faire avec le bien qu'on acquiert, si, par exemple, il y a une fin de développement économique, on va venir le classer dans la grande famille urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé. On utilise pour ça la comptabilité standardisée du côté du ministère des Affaires municipales qui nous dit comment, en fonction de quel objet, on va classer nos dépenses. Donc, c'est en fonction de la destination de la... C'est en fonction de ce qu'on va faire avec le bien qu'on acquiert. Merci, c'est hyper précis. C'est tout? Monsieur Fortier, c'est vous. Ah, il n'y a pas de mots. Donc, là-dessus, avec la voix qui me reste, bonne année et joyeuse fête à tous.